recrutement réussi, c'est le projet de collaboration où deux réalités se rencontrent et font chemin ensemble. Il existe des entreprises, des organisations, des institutions, en réalité parce que des talents ont accepté de porter la vision et la mission, et aussi de s'impliquer. Ces talents font le projet et donnent temps et énergie, souvent parce qu'elles y trouvent un intérêt à le faire. Aux Journées nationales des diasporas et de l'Afrique, nous évoquons donc depuis maintenant une décennie cette Afrique des possibles, cette Afrique au centre du monde qui porte elle aussi vision et ambition de leaders, de dirigeants, en recherche active de potentiel, de savoir-faire, de savoir-être, de force vive. La mission, je crois, elle est donc de réussir ensemble. Et cela va passer par une mobilisation effective des compétences et des talents pour les champions du continent, petites, moyennes entreprises, groupes de grande taille, organisations, institutions. Alors, diaspora ou pas, car nous allons aussi parler aux amoureux de notre continent, le continent africain, pour évoquer ensemble donc, les solutions possibles et celles mises en place et à venir. Je vais inviter à me rejoindre des personnes qui vivent des réalités, qui sont des réalités qui parlent sincèrement. Madame Anne-Marie Konan-Payne, vous êtes conseillère auprès du cabinet du Premier ministre de Côte d'Ivoire, en charge de l'innovation de l'action publique, de la modernisation et de l'administration et de la fonction publique. Par ailleurs, vous êtes directrice du programme Cadre Dirigeant de Côte d'Ivoire et vous avez bien d'autres responsabilités et casquettes. Je vous remercie d'être présente et je vous invite à me rejoindre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Lamine Koné, vous êtes administrateur dans plusieurs sociétés de BTP en Côte d'Ivoire et en Europe. Vous êtes vice-président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, donc GIBTP. Vous êtes officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire et vous êtes directeur général de MCT Carrière. Merci d'être présent et merci de bien vouloir nous partager vos réalités en tant que chef d'entreprise. Il est question de mobilisation de talents, donc on va faire appel aussi à des experts et à des techniciens de ce domaine. Ghislaine Onyania, qui est directrice des ressources humaines BICIC Gabon de AEG Holding. Je vous remercie d'être présente et je vous invite à rejoindre nos autres panélistes sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Jean Eyoum, vous êtes un acteur qui œuvre auprès des talents et des compétences. Vous êtes le directeur commercial de A2I International, donc un groupe qui est présent en France, aussi en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays en Afrique. Je vous remercie d'être présent cet après-midi. Je vous invite à nous rejoindre également. Donc les professionnels des ressources humaines sont présents en force. Je vais inviter enfin pour clôturer donc Mariam Diaby, gestionnaire des ressources humaines de PFO Construction. Donc vous êtes en charge du développement, donc les problématiques de recrutement, de formation, de gestion de carrière et de rétention de talents. Merci d'être présente. Alors, super, il fonctionne le micro. Alors moi, je vais avoir pas mal de questions, je pense, à vous poser, parce que je crois qu'il y a vraiment un dénominateur commun ici, c'est vraiment la passion des hommes et des femmes qui font nos entreprises, qui font les organisations, qui font les institutions. On parle de diaspora, mais on parle aussi aux amoureux du continent africain. On va parler d'expériences, de vos expériences, de conseils, de partage. Je propose qu'on commence avec votre partage, Monsieur Koné. Vous avez fait vos classes en Europe,
dans plusieurs entreprises, dont une année au sein de Mercedes. Vous êtes rentré ensuite donc, sur le continent africain. Vous avez continué à œuvrer. Vous avez plusieurs responsabilités, plusieurs casquettes. Vous êtes dirigeant d'entreprise au pluriel. Comment est-ce que vous vivez cette problématique, je dirais, de mobilisation de nos talents? Merci bien, Aniela. Bonjour à tous. Je voudrais profiter de ce micro-là pour encore une fois féliciter Pierre de Gaëtan et toutes les équipes des JNDA. Je suis à ma première participation, on va dire, active à ces JNDA. L'année dernière, j'étais juste venu en tant que visiteur. Ces JNDA qui nous offrent l'opportunité de discuter des problématiques de développement de l'Afrique. Et merci vraiment de nous faire l'honneur de nous joindre à ce panel-là. Et alors, comme vous le dites, effectivement, ayant moi-même fait mes études ici il y a bien longtemps en Allemagne et ayant travaillé ici, les questions concernant le retour des diasporas en Afrique pour travailler, j'en connais un bout, je vais dire, j'ai ma propre expérience et on aura l'occasion d'en parler. Et la société que je dirige aujourd'hui, MCT, est une société qui intervient dans le domaine des lots techniques du bâtiment, donc la climatisation, l'électricité, courant fort, courant faible, la plomberie, donc les lots techniques du bâtiment. Et nous sommes 350 personnes en Côte d'Ivoire et dans une dizaine de pays africains. Et nous employons dans ces 350 personnes une vingtaine d'ingénieurs quand même. Nous travaillons d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur du bâtiment, c'est-à-dire depuis la conception, l'ingénierie, la réalisation et la maintenance des bâtiments. Et à ce titre-là, et aussi au titre de ma casquette de vice-président du groupement ivoirien du bâtiment et travaux publics, j'ai pu voir la réalité de la croissance du secteur du BTP depuis bientôt 10 ans en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier. Et donc, cette croissance-là est telle aujourd'hui que nous avons une raréfaction de compétences, une pénurie de compétences, surtout dans les métiers d'ingénieurs et des techniciens qualifiés. Nous pensons, nous sommes convaincus que ces compétences-là peuvent se trouver dans la diaspora africaine. Je dis africaine parce que aujourd'hui, je pense que pour l'Afrique, il est bon de penser au global. En tout cas, pour ce qui nous concerne en Afrique de l'Ouest, il faut penser à minima CEDEAO. Et ces compétences-là se trouvent ici. Nous avons l'occasion de travailler avec des multinationales qui opèrent ici et nous voyons bien ces ingénieurs, ces techniciens qualifiés de la diaspora qui sont ici, que nous aimerions inviter à nous rejoindre. Évidemment, quand on parle de cette problématique de retour de la diaspora, tout de suite, on vous sort des exemples négatifs ou des exemples d'échecs. Évidemment, le retour, quand on est resté longtemps hors de son pays d'origine ou de son continent d'origine, le retour n'est pas si aisé. Il y a beaucoup d'embûches. Je vais laisser le soin aux spécialistes des RH aborder ces questions-là. Moi, je suis là surtout pour dire à ces compétences africaines que l'Afrique, aujourd'hui, il est temps que l'Afrique reçoive en retour de ce qu'on a pris à l'Afrique depuis l'époque, le brain drain qui a démarré depuis l'esclavage, qui a continué pour diverses raisons, les diasporas africaines qui sont installées un peu partout dans le monde, qui ont contribué au développement des terres des pays où elles se sont installées, qui ont elles-mêmes profité des avantages ou des compétences reçues de ces pays-là. Je pense aujourd'hui que le développement, la dernière frontière de développement, tout le monde le dit, hein, la dernière frontière de croissance, c'est aujourd'hui l'Afrique. Il est important que cette diaspora-là participe activement au développement de cette Afrique-là. Nous, chefs d'entreprise, en tout cas, pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne le secteur privé, nous pouvons vous assurer que nous sommes prêts à aménager
vraiment des contrats sur mesure. Nous sommes prêts à aménager des dispositifs particuliers pour aider cette diaspora-là à revenir en Afrique. Je donne des exemples. Hein. Voilà, on se dit toujours, oui, parti, c'est difficile, on veut résoudre tout en même temps. On peut très bien imaginer des contrats à durée déterminée sur des projets spécifiques. On peut très bien imaginer des allers-retours parce que la personne n'est pas encore prête à faire venir toute sa famille, etc., etc. En tout cas, le besoin aujourd'hui est tel que, je peux vous assurer, le chef d'entreprise que je suis est prêt à aménager vraiment des contrats sur mesure pour attirer cette diaspora, pour lui faciliter le retour en Côte d'Ivoire, en particulier pour ce qui me concerne. D'accord, merci pour ce partage. Donc vous nous dites être prêt aujourd'hui, donc chez MCT Carrier, à aménager des contrats sur mesure. Vous êtes aussi ici présent pour vous adresser aux diasporas. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une pénurie de talents et de compétences déjà sur place, sur le terrain, qui, quelque part, amène à aller chercher, en fait, et à être même dans le sur-mesure? Absolument. À cette question, je réponds clairement oui. Il y a une pénurie. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de compétences. Hein. On a des écoles qui forment des gens, on a des ingénieurs qui sont sur le terrain, mais la demande aujourd'hui est telle que ces écoles-là, on va dire, ces ingénieurs sortis de nos écoles ne suffisent pas à couvrir la demande qu'elle a, à accompagner la croissance que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, nous appelons aux compétences de la diaspora. Nous pensons qu'il est plus facile pour cette diaspora-là d'aller... Écoutez, parfois, dans la tête de beaucoup de gens, repartir en Afrique, c'est se dégrader professionnellement. On pense qu'on va... Alors moi, dans le secteur du BTP que je connais, pour mémoire, les 3 dernières années, les prix d'architecture ont été remportés par des Africains. Le prix Pritzker a été remporté par le Burkinabé Kéré. Le cabinet Kofi et Diabaté a remporté à Lisbonne le prix de l'ingénierie du meilleur bâtiment. Je vais dire, nous ne faisons pas des bâtiments à minima là-bas, on ne fait pas des choses. Au contraire, les défis que nous avons sont tels que pour les ingénieurs, par exemple, les techniciens qualifiés, ils auront des projets à faire, des opportunités de travailler sur des projets d'une telle dimension qu'ils n'ont plus ici, qu'ils n'ont plus dans des pays qui sont déjà bâtis, qui sont déjà... voilà. Donc, il y a une pénurie, il y a une vraie pénurie dans les métiers d'ingénieurs en génie civil, d'ingénieurs en électricité, d'ingénieurs en fluide, hein, dans tout ce qu'on appelle les fluides en énergétique. Il y a un vrai besoin pour les ingénieurs et pour les techniciens qualifiés. Merci. Alors, je voyais Mariam hocher la tête, acquiescer en tout cas positivement vos dires. Mariam, donc, vous êtes gestionnaire des ressources humaines, PFO Construction, donc secteur de la construction également. Oui. Est-ce que vous pouvez nous partager aussi votre angle de vue en tant qu'experte des RH ? Merci Agnella pour l'opportunité que tu nous donnes. Je vais repartir un peu dans le même sens que Monsieur Koné, pardon, et tout. Faut dire qu'effectivement, au niveau du secteur du BTP, aujourd'hui, on a un manque de talent et tout dans le secteur. Parce que pendant longtemps, au niveau de la Côte d'Ivoire, mais je pense même au niveau de l'Afrique, c'était des sociétés européennes qui venaient pour tous ces grands édifices. Et du coup, sur certains postes stratégiques, longtemps, on a eu des expatriés. Et donc aujourd'hui, sur ces postes-là, pour relever ces challenges aujourd'hui, on manque de personnel qui ont l'expérience même déjà de la dimension de ces projets, comme M. Koné le disait, ou qui ont même l'expertise nécessaire pour pouvoir y faire face. On constate ce manque, mais quelle solution en fait? Qu'est-ce qu'on met en place finalement pour identifier déjà les talents, ces compétences techniques qu'on recherche? Oui, nous au niveau de PFO et tout, ce qu'on a débuté et tout depuis quelques années, c'est des projets apprentissage et tout. Donc en partenariat avec l'INPHP et tout, qui est une école d'excellence quand même nationale. On a mis en place un programme de formation
dans lequel on participe avec, depuis déjà la préparation des modules, la formation pratique, théorique et le suivi et tout, afin d'avoir du personnel qualifié et immédiatement opérationnel à la dimension de nos projets. Et si vous êtes présente ici aujourd'hui, oui. c'est aussi, j'imagine, pour pouvoir parler directement à ces talents-là. Est-ce que ces talents vous entendent et viennent à votre rencontre? Oui, on a reçu quelques-uns depuis hier et tout. On espère encore en avoir cet après-midi. Mais c'est vraiment en plus de dire à la diaspora que nous sommes là, nous avons beaucoup de choses à réaliser au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a de grands projets qui s'annoncent et on a besoin d'eux pour pouvoir construire tous ces édifices et bâtir l'Afrique de demain. Donc on a des opportunités d'emploi pour eux et il n'y a pas de raison qu'ils restent encore. Alors moi j'ai une autre question parce que je suis très curieuse. Aujourd'hui PFO Construction en termes d'effectifs Côte d'Ivoire, ça donne quoi? Et en termes de, je dirais, de nationalité en fait aussi. Hein, PFO Côte d'Ivoire, c'est quand même 3500 personnes et tout en termes d'effectifs. Nationalité au niveau de l'Afrique, vu que déjà on n'est pas uniquement au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes au Sénégal, au Togo, au Burkina. Donc déjà dans la sous-région, en dehors de la Côte d'Ivoire, nous sommes présents, mais uniquement sur la Côte d'Ivoire, c'est 3500 personnes. Oui. D'accord. Et il vous arrive, parce qu'on entend souvent aussi une solution, c'est vraiment d'aller vers des profils qui ont... Qui, en fait, je vais poser la question directement, qui a l'expertise de ces compétences techniques? Qui a ce savoir-là, en fait? Est-ce que ce sont vraiment, je dirais, les nationaux, enfin les personnes sur le continent, ou vous devez vraiment régulièrement sortir du pays pour réaliser vos recrutements? Et la question vraiment est posée à tous les deux, hein, concernant vos domaines d'activité. Oui, moi je dirais que là, si on s'adresse à la diaspora, donc on ne va pas juste s'inscrire aux Ivoiriens, je dirais qu'on a aussi les autres nationalités qui ont la compétence. Donc ça nous arrive souvent de recruter au niveau du Bénin, du Cameroun, du Sénégal et tout. Hors Afrique également? Oui, hors Afrique également. Oui, alors le constat, il n'est pas rare hein, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire de constater aujourd'hui sur beaucoup de chantiers la présence de nationalités en dehors de l'Afrique. Je veux dire, vous avez des chantiers où vous avez plein d'ingénieurs chinois, turcs, etc., etc. En réalité, moi, c'est ce qui... je n'allais pas dire que je suis révolté de voir cela. Je dis que s'ils le font, c'est parce que, justement, les compétences africaines qui sont à la diaspora peut-être ne postulent pas ou ils ne savent pas où aller chercher ces compétences-là. Moi, je dis, c'est pas possible. Cette croissance enfin que l'Afrique connaît et on pense connaîtra durablement ne va pas encore être récupérée par d'autres. C'est pour ça que là, c'est un peu mon sens patriotique, ça peut faire ringard, qui en appelle aux compétences de la diaspora pour dire qu'il y a du boulot chez nous. Voilà, il faut sortir de nos zones de confort pour venir bâtir cette Afrique-là, pour venir nous aider à bâtir cette Afrique. Dans le secteur des infrastructures aujourd'hui, je vous assure, je parle sous le contrôle d'Anne-Marie Konapène ici, qui est conseillère du Premier ministre ivoirien. Ça fend le cœur d'aller visiter des chantiers et de ne pas voir de cadres africains sur ces chantiers-là. C'est récurrent, ça arrive souvent. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Voilà. Donc, et nous-mêmes, moi je vous l'ai dit, Aniela, ça fait 8 mois que moi je suis à la recherche d'une dizaine d'ingénieurs qualifiés. Voilà, on ne parle pas seulement de gens qui viennent de sortir d'école, on cherche des gens qualifiés parce qu'on est tout de suite sur des projets qui nécessitent des gens qualifiés, expérimentés. Et ces gens-là, dans la diaspora africaine, il y en a un paquet. Ce n'est pas seulement dans le secteur du BTP. Je prends le secteur de la santé. Il n'y a pas un hôpital public ici où vous n'allez pas, vous ne trouvez pas dans des urgences des médecins, des professeurs de la diaspora. Mais pourtant, chez nous, il y a une vraie pénurie aujourd'hui. Moi, j'ai un ami qui a monté une clinique qui avait des appareils de pointe
Et il est resté pendant près de 6 mois sans pouvoir les opérer parce qu'il n'avait pas de personnel qualifié pour le faire. Et comme l'ordre des médecins ne lui permettait pas de faire venir des gens d'un peu partout, ben, il a fallu qu'il se batte, qu'il obtienne une dérogation spéciale. Et aujourd'hui, il fait venir qui, vous savez? Il fait venir des Libanais, il fait venir encore une fois des Turcs, etc., pour travailler, alors qu'on a plein de médecins ici. Donc franchement, l'appel que moi j'ai à lancer, je profite vraiment de cette tribune-là pour dire à nos cadres de la diaspora de sortir de leur zone de confort. L'Afrique, dont on nous parle tous les matins sur les antennes, cette Afrique-là, elle existe, hein, qui a ses problèmes, mais c'est ensemble qu'il faut qu'on résolve ces problèmes-là. C'est ensemble qu'on pourra surmonter les difficultés. Et je peux vous assurer aujourd'hui qu'ils seraient plutôt dans une position plutôt de confort, puisque la demande est là et que cette demande n'est pas couverte. Donc voilà, à eux de saisir cette opportunité-là et puis peut-être d'être un peu plus exigeants envers nous, les chefs d'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris un avion pour venir nous adresser à eux directement pendant ces journées nationales des diasporas et de l'Afrique. Alors, on parle quand même de retours, comment dire, douloureux, d'installations douloureuses, de connexions qui ne se font pas. En ayant échangé avec vous, Jean, vous avez porté en lumière le fait que votre structure, donc A2I International, identifiait des solutions pour connecter en fait les talents et que le mot réussir, l'expression réussir ensemble puisse prendre sens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Tout à fait. Alors, tout d'abord, je remercie l'organisation pour ce bel événement. L'année dernière, je devais pitcher déjà, mais il y a un illustre inconnu qui est venu un peu me griller la politesse. Son nom, Samuel Eto'o. Mais bon, depuis lors, je lui ai pardonné et je suis revenu cette fois-ci. Vous le voyez, normalement, c'est mon PDG, le PDG de notre groupe, M. Médé Emmanuel Dago, qui devait intervenir, malheureusement ou heureusement. Il a été retenu à l'étranger parce qu'il est en mission d'affaires. Donc, c'est dommage parce que c'est l'entrepreneur derrière ce beau groupe dont je vais vous parler. Je n'aurai pas tout le temps de vous raconter son histoire parce qu'elle est très enrichissante. Mais tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le groupe A2I, donc qui devient Médé Investment Group, est un groupe ivoirien de naissance, géré donc par son PDG ivoirien, un groupe panafricain maintenant qui a tendance à devenir international. Donc notre métier, avant tout, c'est la ressource humaine, mais plus globalement l'externalisation aux entreprises. Et ce qui me touche, mais à la fois me remplit d'espoir, c'est que mes prédécesseurs sont assez pessimistes sur ce qu'on peut déjà trouver sur le continent. Et nous, avec A2I, on a 5000 intérimaires qui tournent chez nos clients. On vend encore du business parce que nous, on envoie des talents, déjà localement. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'après, on pourra échanger. Je vous donnerai ma carte et là, je vous trouverai vos 10 ingénieurs, monsieur Koné. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce sur quoi moi, je voulais insister, vraiment, les généralités, on les connaît. Bon, ceux qui disent que l'Afrique est le continent du futur, je dis c'est faux. L'Afrique, c'est le continent du présent. Parce que ceux qui pensent futur, si c'est dans le futur que vous pensez à y retourner, il sera trop tard. C'est maintenant. C'est maintenant, donc aussi bien au niveau local, mais au niveau de la diaspora. On est là, pour moi, il y a 2 mots, c'est travailler ensemble. Je vais d'abord commencer par le ensemble. Le ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà entre nous. Ça veut dire déjà entre nous parce que ce que nous poursuivons réellement, c'est d'avoir une Afrique qui est capable de regarder les autres continents les yeux dans les yeux. Et pour que ça puisse être efficace, il faut qu'entre nous déjà, entre nous, dans un même pays, dans un même continent, on travaille déjà ensemble. Moi, je suis très content de voir dans la salle des amis, des frères. Fatimatou Ousmanou, hier, qui a reçu un très beau prix pour le travail qu'elle fait. Un Daniel Saka d'Orange Océan, un Stéphane Tiki du GPF. Donc déjà, il y a cette connexion-là, un changement de mentalité. Ensemble, ça veut également dire, surtout, et ça, il ne faut pas l'oublier pour nous de la diaspora, d'oublier sa cape. D'oublier sa cape, ne rentrons pas en Afrique comme des supermen. Non, on y sera très mal reçus. Au contraire, il faut prendre ce que la diaspora offre de meilleur, mais également, il ne faut pas oublier les locaux. C'est ce mariage-là idéal qui nous fera réellement avancer. Mais ensemble, ça ne veut pas dire également
se couper du monde. Non, oui, on doit avoir une Afrique forte, mais on ne veut pas devenir Cuba. Non. On a besoin de ces entreprises également internationales. On a besoin de travailler dans le monde. On a besoin de mettre l'Afrique au centre du monde et pas se couper de tout le monde. Donc, aux problématiques de mes prédécesseurs, je dis A2I a des solutions. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur une plateforme qui va permettre de rassembler l'offre et la demande, donc qui s'adresse à des entreprises internationales, quelle que soit leur origine. Chez A2I, on se focalise sur le business. Le passé, c'est le passé, c'est vrai, mais on est très fiers aussi de notre appartenance francophone, d'abord, dans un premier temps. Mais on s'ouvre au monde. Donc, cette plateforme sera dédiée aux entreprises internationales qui ont des projets de développement en Afrique et surtout à des consultants, des experts qui pourront venir matcher l'offre, des consultants de la diaspora, ceux qui sont encore un peu hésitants, justement. Vous parliez tout à l'heure de quand est-ce qu'on rentre. Ben justement, à ce moment-là, par des missions, ce sera peut-être une voie, et on leur dit à ces consultants, on ne vous laisse pas seuls parce que, mesdames et messieurs, je travaille pour un groupe africain, panafricain, qui a créé 3 filiales en France. Combien il y en a dans la salle, comme moi? Vous voyez? Donc, A2I, qu'est-ce qu'on fait? On fait du portage salarial pour ces experts, ces consultants qui hésitent encore à aller sur le continent. On leur dit, allez-y, nous sommes votre backup, nous vous portons. Voilà. Voilà ce que nous avons mis en place. Qui donne beaucoup d'espoir. Merci beaucoup. Je pense qu'on va continuer avec l'espoir aussi, mais qui est la réalité. Ghislaine, vous arrivez avec donc votre groupe AFG Holding en force, parce que je crois que vous êtes 5 ou 6, 7 même. Vous arrivez en disant, Aniela, il faut que ces JNDA, les connexions se fassent, on a besoin de recruter, on cherche des talents, on cherche des compétences, on veut des connexions utiles, on est là pour ça. Donc vous êtes vraiment dans voilà, une phase de décollage, en fait, si je puis dire. Comment est-ce que vous la vivez? Est-ce que vous pouvez nous partager aujourd'hui ce que vous vivez donc, dans ce groupe AFG Holding? Alors, effectivement, je travaille à la BICIG, mais la BICIG est une filiale de AFG Group. Et AFG Group est un groupe panafricain et multiculturel, on va dire ça ainsi. On se développe aujourd'hui, AFG est présent dans 7 pays actuellement. Et l'opportunité qui nous a été donnée aujourd'hui de participer à ces journées est une très belle opportunité parce que nous sommes en plein développement. C'est un groupe qui se développe et en quelques années, le groupe a racheté 3 filiales, mais également est en train d'ouvrir des filiales à Madagascar, en train de créer une banque d'investissement à Abidjan. Et donc, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de compétences sur le marché local, mais c'est de venir auprès des diasporas, chercher des talents qui vont compléter, qui vont venir enrichir notre expérience à nous, de leur expérience, de leur résilience, d'un certain nombre de pratiques peut-être qu'eux ont et qui viendront, je le reprends, enrichir l'expérience du capital humain dans nos villes et dans notre entreprise, dans notre groupe. Donc c'est avec beaucoup voilà, nous sommes déplacés du Mali, de Côte d'Ivoire, du Gabon, pour dire aux diasporas que nous sommes là, que AFG Group existe. Nous sommes présents dans beaucoup de pays. Nous allons atteindre près de 1000 personnes. Et donc, il est important que nous, on veut leur offrir l'opportunité à saisir, de rentrer. Pour ceux qui ont des projets de retour et qui, pour l'instant, n'ont pas fait le pas. Donc, nous sommes là, nous sommes présents. Et voilà. Merci beaucoup. J'ai eu la chance de vraiment... Merci. Merci Ghislaine. J'ai eu la chance d'échanger avec chacun d'entre vous et je tiens vraiment à insister, à regarder le public en disant chacun vraiment,
quand il dit, il fait. C'est vrai que je n'ai pas encore interrogé notre dernière intervenante, mais ce ne sont pas juste des paroles, ils sont ici également présents pour vous prouver à quel point ce qu'ils partagent, ils le concrétisent avec des actions en fait pertinentes. On va interroger le secteur public. Madame Konan-Payne, mobiliser les talents et compétences. Est-ce que je dirais, cette problématique interpelle aussi quelque part le secteur public? Qu'est-ce qui est fait en la matière? Quelle est votre expérience et votre regard? Merci, Madame V. Je voudrais également remercier celui que j'ai vu tout le monde appeler avec beaucoup d'affection PDG et, et ses équipes pour cette opportunité donc, qui nous est donnée d'échanger. Moi, je viens pour la première fois et j'avoue que j'étais en pleine interrogation depuis hier, la raison d'être, qu'est-ce que c'est, et je peux vous garantir que vous avez ouvert une boîte à questions dans ma tête relativement à la question de la diaspora. Effectivement, je crois qu'on a entendu beaucoup de choses qui partent du Premier ministre Zinsou, qui parle de le point de départ, une rupture, une dispersion, un départ, et puis une arrivée quelque part, et puis ben, est-ce qu'il faut un retour au fond? Voilà, ça ce sont des questions que j'ai entendues hier. Ensuite, autour de cette table, ce que j'entends, c'est qu'il y a une pénurie. Voilà. On est là parce qu'il y a une pénurie. Pourquoi il y a une pénurie sur un marché de main-d'œuvre? Et comme je l'ai dit à certains, mais je ne vais pas parler au nom du secteur public, parce que je pense que hier, le représentant du directeur général de la diaspora était là. Il est intervenu, le professeur, je crois c'est Ouattara. Mais avant de venir ici, en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré donc, le ministère des Affaires étrangères qui porte la question des Ivoiriens de l'extérieur. J'ai rencontré le DG de la diaspora que j'ai essayé de convaincre de venir ici parce que dans le périmètre de responsabilité, c'est lui qui a la charge de mobiliser cette diaspora. Cependant, de tout ce que j'ai entendu, la première question que j'aimerais vraiment poser et peut-être tenter quelques réponses, c'est difficulté de mobiliser, difficulté de recruter. Et comme l'a dit mon frère Lamine, ben, quand je vois sur des chantiers tout le monde, sauf des Africains et des Ivoiriens, notamment, hein, puisque nous venons de la Côte d'Ivoire, quel est le problème? Quel est le problème? Pourquoi la Côte d'Ivoire ou le Cameroun ou le Gabon peuvent être attractifs pour des gens venus d'ailleurs plutôt que de sa diaspora? Voilà, donc je pense que ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose, parce que depuis la nuit des temps, il me semble que tous les pays, lorsqu'ils ont eu à se construire, sont allés chercher des compétences, que ce soit dans leur diaspora ou ailleurs. Alors, pour prendre une petite casquette secteur public, c'est donc, existe-t-il dans nos pays des politiques publiques en matière de diaspora? Peut-on dissocier, et là, spécifiquement de la Côte d'Ivoire, les résolutions ou des réponses à la question de la diaspora en dehors d'une politique publique de migration? Parce qu'on ne l'a pas beaucoup abordé, mais un pays comme la Côte d'Ivoire comporte des diasporas, vous voyez? Et ça me permet de revenir donc à ma casquette de directrice du programme 4 dirigeants Côte d'Ivoire. Ce programme a été mis en place en 2018 suite à un rapport, le rapport qu'on appelle l'examen multidimensionnel de l'OCDE,
Comme vous le savez, entre 2015 et 2020, 2025, 2030, tous les pays africains étaient dans une dynamique d'émergence, donc ça veut dire de développement. Voilà, il y a eu pas mal de politiques et notamment de réformes. Et ce rapport a fait ressortir le fait que ces pays font énormément de réformes, y compris peut-être des stratégies pour le retour de la diaspora, mais en réalité ont très peu de compétences et de talents pour la mise en œuvre de ces réformes. C'est ainsi que les réflexions ont abouti à la mise en place de ce programme cadre dirigeant en partant du postulat que, au fond, ceux qui ont la capacité de faire bouger les choses, de rendre attractif la Côte d'Ivoire, de sorte que les entreprises privées aient moins de soucis à les recruter, aussi bien en interne qu'à l'externe, ce sont les cadres dirigeants. Les cadres dirigeants, moins les politiques, parce qu'eux, ils ont déjà exprimé la vision. Et donc, il fallait qu'on réorganise mieux la responsabilité, l'environnement d'exercice de leur capacité à donner des résultats, parce qu'au fond, la question qui se pose à l'Afrique, c'est la question de l'efficacité, la question du résultat. Parce qu'à formation égale et toute expérience, comment se fait-il que depuis 1960, nous en sommes à encore aujourd'hui questionner l'école dans sa capacité à fournir le marché de l'emploi? Comment se fait-il que nous en sommes encore à questionner le dispositif de santé? Je pense que ça a été soulevé. Et est-ce que le simple fait d'aller chercher des compétences dans la diaspora, et qui a peut-être raison d'hésiter, quand on sait l'éternel recommencement qu'il y a en Afrique, est-ce que le seul fait d'aller trouver des compétences va nous donner davantage d'efficacité et de capacité de résoudre les problèmes dans la durabilité? Donc ça, ce sont vraiment toutes ces questions, je crois, qui m'ont questionné depuis hier. Alors, ce programme a été mis en place autour de 3, et peut-être ça permettrait de comprendre le pourquoi de ma présence ici, autour de 3 missions. La première mission, c'est de créer des mécanismes d'actualisation de la compétence de la haute administration publique. Voilà. Faire en sorte que, justement, lorsqu'ils se trouveraient devant des cadres de la diaspora, parce que je crois que quelqu'un l'a évoqué, nos administrations ont beaucoup recours à des grands cabinets pour pouvoir traiter un certain nombre de problématiques. Et nous sommes tous souvent très étonnés de savoir qu'en réalité, entre peut-être ces grands cabinets et la fonction publique, peut-être qu'entre les deux, il pourrait se situer des expertises nationales capables de mieux contextualiser les problématiques qu'on soumet aux grands cabinets. La deuxième mission, c'est justement par rapport à l'organisation, parce que quand on parle souvent de compétences, de résultats, de talents, on oublie souvent que l'organisation dans laquelle cela s'exerce est très importante. Si ces organisations ne sont pas réactualisées, si la manière de travailler n'est pas réactualisée, on a quelquefois de grandes difficultés à être effectivement efficace. Donc, les hauts cadres de l'administration sont souvent confrontés non pas à de l'incompétence, comme on pourrait le croire, et qui pourrait donner ces attitudes de « nous on sait, vous êtes là-bas, vous ne savez pas », mais tout simplement, ils sont dans un environnement qui très souvent ne leur permet pas d'exercer efficacement. Donc, la deuxième mission de ce programme a été d'organiser une plateforme qu'on appelle le réseau cadre dirigeant et permettre qu'on crée des ponts, je ne dirais pas informels, puisque bon, la création du programme repose sur un texte, un pont avec le secteur privé, y compris la diaspora. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Mais comment mobiliser, comment faire connaître tout cela si nous ne mettons pas en place des moyens accessibles à tous pour pouvoir se faire connaître? Il faut que, et je pense que ça a été dit, donc je passerai rapidement, que les pays africains se donnent les moyens de reconnaître la diaspora. Reconnaître chacun dans ce qu'il est, dans ses compétences qu'il voudrait faire prévaloir sur un certain nombre de projets, pour pouvoir peut-être
mieux organiser l'offre et les intégrer dans l'offre des compétences nationales. Il y a eu plusieurs, je pense, projets à ce niveau, mais je pense que le profilage n'a pas été suffisamment pointu. Parce que le problème des ressources humaines qui a été posé ici est posé aussi à l'administration publique. Et en Côte d'Ivoire, je pense que depuis 2012-2013, c'est régulièrement que des personnes de la diaspora sont sollicitées, notamment à travers, il y a eu un appel d'offres qui a permis le recrutement des 3 premiers, je crois que ça doit être en 2013. Mais leur intégration a été très, très difficile. Donc, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, je pense que le retour et surtout le maintien des compétences de la diaspora dans les territoires nationaux nécessite qu'il y ait une prise de conscience, que cela soit accepté par tous les cadres, notamment les cadres dirigeants, à la fois de l'administration publique, même du secteur privé. Donc, ça suppose donc qu'il y ait une politique qui soit visible, une sensibilisation qui soit aussi, qui porte des messages, non pas parce que vous ne savez pas faire, on va chercher ailleurs, mais davantage, on a besoin aujourd'hui d'être ouvert sur le monde. On a des ambitions qui font que nous devons aller avec tous ceux qui sont allés à conquérir des compétences ailleurs ou même des manières de faire pour que, à la fois, l'administration publique soit performante, parce que c'est la performance de l'administration publique, contrairement à ce qu'on pense, qui contribue énormément à l'attractivité des marchés, y compris du marché de l'emploi, et qui va aussi faire en sorte que la diaspora, qui n'hésiterait pas du tout à aller à Dubaï pour travailler, pourrait aussi se dire, je n'hésite pas, je vais au Cameroun, je vais au Gabon. Donc, pour peut-être cette première partie, je pense que l'un des problèmes clés, c'est comment nous rendons attractifs les marchés ou les pays dans lesquels nous voulons que la diaspora revienne pour exercer sa compétence. Et cela relève, de mon point de vue, du secteur public, parce que quel que soit le type de contrat que vous allez négocier, ils viennent s'intégrer dans un environnement complexe. Voilà, complexe, et ils prennent ce risque alors qu'ils ont des familles, c'est très difficile. Donc, je pense que le secteur public a son rôle. Il y a des négociations vraiment à faire. Nous, on a développé des outils déjà de profilage aujourd'hui, de profilage de cette diaspora, mais profilage en termes vraiment de compétences et de talents qui permettent aux décideurs d'aller chercher. On a développé aussi un outil, et je terminerai là-dessus, qu'on appelle les groupes de référence contributifs, parce qu'il ne s'agit pas seulement de partir. On peut, aujourd'hui, avec les technologies, on peut, et ça va créer un lien très fort. Hier, c'est un point qui est revenu. Une fois qu'on a identifié les compétences, lorsque les pays ou la Côte d'Ivoire ou tout autre sont confrontés à un certain nombre de problématiques qui restent toujours très complexes, qu'ils aient cette capacité de solliciter, ne serait-ce que pour avis, un certain nombre de hauts cadres qui enseignent ailleurs, par exemple, ou qui sont dans des postes, pour qu'ils puissent donner leur avis. Voilà. Et qu'ils puissent même accepter de challenger, et ça on a fait l'expérience, constituer des compétences. On a convoqué, enfin on a du moins passé un contrat avec un grand cabinet et on constitue un groupe dont le rôle est juste de challenger ce cabinet sur la problématique en aidant le gouvernement, notamment sur les secteurs des mines, etc., où il a été constaté qu'effectivement, quelquefois, la partie nationale n'a pas toujours les compétences nécessaires pour challenger les cabinets auxquels on confie les missions. Donc, vous voyez, on peut mettre en place quelques mécanismes intermédiaires qui permettent déjà d'établir ce lien, de connaître les politiques publiques en cours et, à travers ce lien, peut-être encourager à un retour définitif. Voilà un peu ce que je peux dire sur la question. Merci pour cette contribution extrêmement riche. Vous avez dit beaucoup de choses, vous avez partagé vos réflexions, vos interrogations. Je mets en lumière cette phrase, se donner les moyens de connaître et reconnaître ces talents de la diaspora. Alors, je ne suis pas seule, je pense, à avoir des questions pour vous, et on a 5 minutes.
Est-ce qu'en 5 minutes, on peut réussir ce challenge-là d'essayer de prendre peut-être une question, parce que si jamais il y a des questions dans le public, peut-être en prendre une pour clôturer ce moment de partage ensemble. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Il y a un monsieur tout au fond. Je crois que ma voix peut porter. Elle porte très bien. Alors, je suis Lionel Ekassi. Aujourd'hui, je porterai la casquette de doctorat auprès de l'Université Paris 13, spécialisée des questions de géographie et d'aménagement. Alors, moi, j'ai une question pour la dame qui a terminé. Voilà. Alors, je pense qu'il y a plutôt une question plus profonde d'employabilité déjà. Aujourd'hui, je pense aussi, pour les politiques publiques, de parler plus de l'aménagement du territoire en termes d'écologie, aménagement du territoire, en termes d'écologie industrielle. Parce qu'on parle des ressources, bien évidemment, les ressources, c'est la résultante en fait d'un ensemble de faits. Ah, merci. Alors, je pense que les ressources ne sont que la résultante d'un ensemble d'éléments qui sont mis en place en amont. Donc, je crois aujourd'hui que nos nations, une nation africaine, bien évidemment, pour moi, devrait mettre des... ma clé d'entrée, c'est l'aménagement du territoire. Qu'est-ce qu'on fait? À l'université, il faut pouvoir même challenger les connaissances qui sont dispensées. Aujourd'hui, on parle des sociétés agiles. Tout le monde doit être agile, même les gouvernements doivent être agiles. Là, vous parlez de performance, c'est de ça qu'il s'agit pleinement. Donc aujourd'hui, si on n'arrive pas à challenger les connaissances qu'on transmet à l'université, il y a problème. Vous voyez? Donc, je me dis, ce qui est souvent terrible, et je vais peut-être prendre pour imager le cas de Nice en France, où il y a Antipolis, nous sommes en France, j'oubliais. Voilà, il y a Antipolis où en fait on a mis les universités, les entreprises, voilà, on met tout cet écosystème. Mais en Afrique aujourd'hui, on a ce problème structurel. Et j'ai échangé avec des personnalités tout à l'heure où je disais, en fait, pour moi, l'aménagement du territoire, parce que c'est ça, n'est pas mis à la bonne place au niveau structurel des organisations des ministères ou alors du gouvernement, je peux m'exprimer comme ça. Mais si on replace l'aménagement du territoire au centre du jeu, je peux vous rassurer qu'on n'aura plus véritablement ces problèmes de ressources humaines. Et pour finir, je voulais dire, la diaspora, les compétences de la diaspora, c'est les solutions à court et moyen terme. Mais il faudrait que quand cette diaspora rentre, qu'elle puisse transmettre, et là, on va agir sur le long terme, tout simplement. C'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Je pense que la question était pour Mme Konan-Payne. Rapidement, je pense que c'est... Merci pour cette question. Vous avez parlé d'aménagement du territoire. Je parle juste du cas de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a en fait, il y a un problème d'information. Et je me permettrai de dire que moi je viens du secteur privé. Hein. Je ne suis pas fonctionnaire. Mais je dis à tous les hauts cadres qui sont ici, les dirigeants, que l'administration publique, le pays, c'est pour nous tous. On a la même, j'ai toujours dit, nous avons tous la même responsabilité sur le futur. Qu'on soit ministre ou ingénieur dans une entreprise privée. L'avenir de nos enfants, l'avenir, on a tous la même responsabilité. Donc n'hésitez pas, en fait. Quelquefois, on hésite trop et on cloisonne trop. Et la première mission que moi j'ai eue auprès du gouvernement a été de mettre en place le Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG. J'y suis restée de 2004 à 2017. C'est depuis le 2017 que je m'occupe maintenant des questions. Donc, parce que j'ai toujours pensé que l'information publique est le premier des services publics. Il faut l'adresser. Donc, il faut que vous puissiez, partout où vous êtes dans le monde, c'est au moins le premier lien qu'on crée avec sa diaspora, sa capacité à connaître ce qui se passe dans son pays, sans devoir appeler quelqu'un, cliquer aujourd'hui, vous connaissez les politiques. Donc, juste pour la question de l'administration, de l'adressage du territoire, en Côte d'Ivoire, ça n'a peut-être pas été suffisamment perçu. La porte d'entrée a été de mettre en place des universités dans toutes les régions et des universités thématiques. Vous avez à San Pedro l'université qui est très spécialisée sur le tourisme et tous les métiers liés à l'eau, l'économie bleue. Vous avez à Mans l'université orientée sur les mines. Boaké, c'est tout ce qui est sociologie, mais l'université sur l'agronomie avait été mise en place depuis très longtemps. Donc, je suis d'accord avec vous que le lien entre la recherche universitaire et la formulation des politiques publiques
n'est pas très explicite. Et c'est peut-être là, je terminerai, je sais que je suis venue avec que des questions, je terminerai là sur véritablement la nécessité que ce qu'on soit de la diaspora ou de la Côte d'Ivoire, de questionner nos politiques publiques. Sur quelle réalité, sur quelle analyse, sur quel diagnostic les politiques publiques sont formulées. Voilà. On prendra deux. Merci. Ça, c'est très important. Tu as deux dernières questions. Parce que bien poser la question, c'est déjà une part de la réponse. Merci. Bonjour, je m'appelle Diane Audrey Ngako, je suis entrepreneur au Cameroun et je vis donc au Cameroun, mais anciennement de la diaspora. J'avais donc une question. Je me suis rendu compte, parce que je travaille à Douala, Abidjan et Cotonou, où j'ai donc mes entreprises, que la plupart du temps, lorsque certaines personnes en local voulaient recruter, même en local, les salaires pouvaient être à 300 000. On va parler à Cotonou, par exemple, parce que je bosse beaucoup avec le gouvernement. En local, on cherche un profil assez intéressant. On va être sur du 400 000, 500 000, par exemple, pour un bac plus 5. Dès lors qu'on recherche encore de meilleurs talents, pour le même profil, on va vers la diaspora, on peut sortir 2 millions. Quand maintenant, on a une personne qui n'est pas béninoise, et ça s'applique à Abidjan comme à Douala, hein, qui n'est pas béninoise, mais pour le même poste, on se dit, pas mal, on peut aller à 3 millions, la personne veut la maison en plein cœur de Cocody-Danga ou à la Haye-Vive, l'assurance pour les enfants, on offre un paquet et on se retrouve facilement à 5 millions. Donc moi, j'aimerais savoir, parce que je pense que la diaspora, tout à l'heure, on disait pourquoi même la diaspora reçoit nos offres d'emploi pour rentrer, elle ne rentre pas. Comment vous pouvez expliquer, selon vous, cette disparité salariale? On parle de 3 grilles salariales. Qu'est-ce qui manque? Parce qu'on va vous dire, c'est comment tu te présentes, c'est comme ça qu'on t'achète, mais localement, les personnes ont beau bien se présenter, il est quand même force de reconnaître qu'elles n'arrivent pas à avoir l'argent qu'elles méritent. Voilà, merci beaucoup. S'il vous plaît, si vous permettez, hein, désolé, c'est difficile pour nous de devenir à ces genres d'événements sans échanger. Moi, je suis Dr Zio Ouattara. Donc, je suis DRH pour une entreprise qui emploie plus de 3000 personnes en Côte d'Ivoire. J'ai été DRH au Ghana et je suis membre des commissions thématiques à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Et je suis venu ici parce que j'avais pas mal de recrutements à faire sur lesquels on avait communiqué et on n'a véritablement pas pu rencontrer les profils. Donc, je me permets quand même de pouvoir intervenir sur les questions de la diaspora. C'est vraiment une contribution, c'est pas une question, c'est une contribution à travers toutes ces casquettes que j'essaie de développer. La vraie problématique que moi, en tant que DRH, depuis plus de 10 ans en Afrique subsaharienne, qu'on rencontre avec les diplômés de la diaspora, de par notre analyse, c'est souvent dû à une certaine question de comparaison. Tu vois, le gars, il est à l'étranger, il travaille sur des problématiques. Il est ingénieur offshore et donc il accepte d'être ingénieur offshore en Occident. Et quand il décide de rentrer en Afrique, il veut tout de suite se positionner à des positions onshore, où il s'est dit que je ne peux pas travailler à ces niveaux, en griffe, je veux dire à ces bas niveaux en Occident, et puis je vais me permettre de le faire en Afrique. Donc il se met dans une dimension où il pense que en Occident, quand on quitte en Occident et qu'on retourne en Afrique, on est mieux que ceux qu'on trouve sur place. Et souvent, ça coince. Ça, c'est une première réalité. La deuxième réalité, quand vous prenez le niveau des salaires même au niveau des ambassadeurs, on va fixer le salaire d'un ambassadeur en fonction du niveau de revenu, du niveau économique du pays en question. Donc, ça fait que souvent, quand tu veux retourner et que tu penses que les 2 000, 3 000 euros que tu as en France par rapport à ton niveau de poste qui est junior, et que tu penses pouvoir retrouver le même niveau de salaire en Côte d'Ivoire à un niveau junior, ce n'est pas évident. Et Mme Gabala l'a dit hier dans son intervention, et ça c'est important de le savoir, quand on décide à un moment de retourner au pays, ou dans sa région pour contribuer, il faudrait qu'il ait un élément déclencheur qui vous inspire. Pourquoi je veux repartir? Je veux repartir en Côte d'Ivoire parce que je veux arrêter de critiquer le système, mais je veux retourner
par rapport à ce que j'ai appris ailleurs, à aller contribuer à quelque chose. Donc, en ce moment, on est prêt à faire des sacrifices. Et quand on va, ça marche. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous, on a la chance d'avoir tous les meilleurs business schools européennes qui s'installent, qui ont des bureaux à Abidjan. Donc, sur un certain nombre de métiers, on n'a pas de problème. Mais on a des industries qui ne sont pas développées chez nous. C'est le cas de l'industrie pétrolière. Quand vous êtes sur ces problématiques-là, c'est sûr que naturellement, vous n'allez pas avoir la main-d'œuvre senior sur place. Et en ce moment, la diaspora deviendra importante pour vous. Récemment, on a une industrie pétrolière qui s'est installée en Côte d'Ivoire dans l'exploitation et qui a besoin, je vais dire, d'un certain nombre de profils seniors sur ces métiers-là. Moi, je suis venu ici avec près d'une cinquantaine d'offres pour recruter pour cette boîte-là, mais je n'ai même pas pu rencontrer des diplômés dans ce sens. Mais c'est vraiment sur des problématiques comme ça, souvent on rencontre des pénuries parce que l'industrie n'est pas développée en local. Donc naturellement, en ce moment, la diaspora peut être assez importante pour nous. Donc en termes de contribution, c'est vraiment quelque chose que je voulais ajouter. Merci. Oh, merci, monsieur. Merci beaucoup. Alors, je regarde nos invités. Est-ce qu'il y a une réponse à donner à la question de la dame posée sur la rémunération? Oui, alors, moi, je voudrais dire à la dame que, pour ce que je sais, hein, pour les profils dont j'ai parlé, moi, en début de panel, à savoir les ingénieurs qualifiés et les techniciens qualifiés, les salaires commencent à s'aligner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne trouverez pas une forte différence entre les salaires pratiqués parce qu'on recrute quelqu'un de l'extérieur et les salaires qui sont pratiqués, en tout cas pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Les salaires se sont resserrés, les différences de salaire sont resserrées et c'est une réalité. Tout simplement parce que c'est la loi de l'offre et de la demande, hein. Voilà, c'est-à-dire que la pénurie dont je parlais fait que les ingénieurs locaux sont également courtisés. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils fassent monter les enchères et aujourd'hui, les salaires se sont vraiment resserrés. Ce que je voulais dire pour rejoindre un peu le point de M. Ouattara, c'est que les efforts doivent être faits des deux parties. Les efforts doivent être faits aussi bien de ceux qui veulent entrer que nous qui cherchons à recruter. C'est très important parce que si on pose le problème en termes de sacrifice que la diaspora doit faire à nous jeunes, c'est sûr qu'elle ne viendra pas. Moi, je ne vois pas ça comme des sacrifices à faire. Il y a des opportunités réelles aujourd'hui chez nous qu'il faut saisir. Il nous appartient, nous, chefs d'entreprise, de faire des efforts. Et il appartient aussi à cette diaspora-là de faire des efforts pour que les deux parties se rejoignent. Voilà. Merci beaucoup. Et pour terminer, donc cela fait penser à un mariage qui doit réussir. Donc on doit se donner les moyens pour que ce mariage-là réussisse, qu'on porte véritablement les réalités du continent que nous aimons. Et on va reprendre pour conclure et laisser la place au panel qui arrive, ce proverbe africain qui dit que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Merci à toutes et à tous.